Bon, voilà le problème. Lamborghini nous vendra les pièces pour l'Urus. Mais ils ne nous diront pas comment les installer. Lamborghini ne donnera les procédures de réparation qu'aux carrosseries agréées. Et devinez qui ils sont? Lamborghini. Bon, je peux acheter toutes les pièces pour réparer l'Urus, mais je dois trouver comment les monter correctement moi-même. Ça fait 111. Avant de commencer les travaux de structure, on doit prendre quelques mesures. Ouais, c'est ça, non? C'est ça. Oh, mon Dieu. Dans la dernière vidéo, on a sorti le moteur de l'Urus. Ouais, mec! Pour voir jusqu'où le châssis était endommagé. Et comme on ne peut pas prendre les mesures d'une Lamborghini Urus, on a réussi à trouver la mesure d'une Audi Q7, car elle devrait être basée sur le même châssis. 470 mm. 470. Mais quand on a mesuré de point à point, on a vu que le pied droit du châssis était complètement déboîté. Donc sur cette mesure ici, on nous disait de mesurer de B à B, là, c'est-à-dire ce support jusqu'à celui-là. Et on obtenait une mesure complètement erronée, qui aurait dû être de 110 mm. Mais l'image sur cette photo est fausse. Elle est fausse. Et ici, il est écrit « distance diagonale entre les points de fixation du sous-châssis ». Et les points de fixation du sous-châssis sont là et là. Et devinez quoi? Ça nous donne 1110 mm. Si vous jetez un œil là-bas, c'est exactement 1110 mm. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette jambe est toute droite, c'est exactement là où on la voulait. Il y a un petit bout qui est cassé à la fin, et on va s'en occuper. Mais comme on sait que cette jambe est droite, et qu'on a les bonnes mesures, maintenant on peut commencer à enlever ça et essayer de voir comment ça s'adapte. Il reste plus qu'à percer ça. Maintenant, on pense que sous tout ce mastic d'étanchéité, il y a des vis spéciales, comme celle-ci, qui ressemblent presque à des vis auto-taradeuses. Vous pouvez le voir sur l'autre côté. La première chose que je vais faire, c'est de brosser tout le mastic d'étanchéité pour pouvoir accéder à ces vis spéciales. Maintenant, il faut un outil spécial pour les enlever, mais je ne l'ai pas. Donc à la place, je me suis mis à limer la fente pour pouvoir y glisser le tournevis et les desserrer. Elles ne sont même pas si serrées que ça. Maintenant, on sait comment les enlever. Il suffit donc de répéter ce processus plusieurs fois. On dirait que ce pied de châssis est juste maintenu par ces vis et des boulons de panneau. Mignon. Donc pendant que je m'occupais d'un côté, mon père s'occupait de l'autre. En démontant ça, on peut comprendre comment ça va se remonter. Et jusqu'à présent, aucune soudure n'est nécessaire. Ok, ils sont sortis. Ceci est collé à ceci. Et ceci est collé à ceci. Donc, pour les séparer, si on les chauffe, Jack nous a montré comment faire. Si on chauffe, ça fait fondre la colle du panneau. Et on devrait pouvoir coincer notre petit truc là-dedans. Tu vois, il est séparé du panneau. Maintenant, mon père va se mettre dessus et va tout sortir. Wow! La chaleur fait son effet et on peut entendre le panneau se fissurer quand il perd de la résistance. Ensuite, je peux coincer mon ciseau entre la tour de renfort et le pied du châssis. Et pour être honnête, ce n'était pas si difficile que ça de séparer les deux. Cet aluminium est vraiment mou. Et voilà le marteau. On enlève cette jambe de la voiture. Ouais! On a réussi! Super! On l'a fait! Bravo à toute l'équipe! Bravo Anna! Merci Anna! Merci Anna! Ça va aller comme ça. Maintenant, on doit remettre ce pied de châssis en place. Ce truc-là est complètement cassé et abîmé, parce qu'il est censé ressembler à ça, qui est aussi cassé et abîmé de ce côté-là, mais on va le réparer. Le plan maintenant est prêt, et avant de commencer à corriger les choses, on va encore casser des trucs. On va enlever tout ça, et repartir de là. Donc on repart de zéro, et on va reconstruire cette Lamborghini à partir de cette barre anti-rapprochement. C'est maintenant au tour d'Anna d'intervenir. Elle doit enlever toutes les pièces cassées du châssis. On pense que c'est une bien meilleure façon de remonter le tout. Comme ça, on ne risque pas d'abîmer les nouvelles pièces qu'on a mises sur la voiture.
Mon père utilise la même technique pour enlever tout le mastic d'étanchéité. Puis, il utilise la ponce à bande pour poncer le dessus des rivets sur celui-ci. Après ça devrait s'enlever. J'ai fait un truc. Ensuite, pour les boulons à l'avant, ils utilisent la même technique. Ils font une rainure, puis ils utilisent un tournevis plat pour les desserrer tous. Il y a quelques dégâts sur le châssis du côté gauche, mais ils espèrent pouvoir en garder une grande partie en place. Comme ça, c'est plus facile d'aligner les nouvelles pièces, car ils peuvent utiliser les anciennes comme référence. Waouh! Et mon père va s'assurer que tout est propre et prêt pour l'installation de toutes les nouvelles pièces. Ça y est, c'est le grand moment. J'ai la jambe et j'ai nettoyé toutes les parties où le panneau va être collé. On doit encore nettoyer un peu mieux, mais pour l'instant, c'est déjà à peu près en place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le glisser, mesurer et vérifier que tout est aligné. Bien sûr, Lamborghini ne nous a pas envoyé les mesures, donc on va utiliser celle du quai 7 et espérer que ça s'aligne. Bon, on va voir où on en est. C'est 111. Exactement là, on sait que celui-là est droit. Ok, alors on sort. 111 là-bas. Ok, il faut l'enfoncer un peu plus. Je pense que c'est bon. Ça fait 111. Et voici comment on installe un pied de châssis. Une fois qu'on était satisfait de la position du pied du châssis, on a mis quelques vis auto-taradeuses pour le maintenir en place. Et on a vérifié 2 fois, voire 3, toutes les mesures qu'on pouvait. Bon, maintenant, voyons si ça rentre dans l'autre. Parce que sinon, on a un problème. Oh. Ouais? Pas mal, ça. Ouais? Je pense que ça va. Ok, c'est bien. On est plutôt sûr que c'est au bon endroit, ouais. Ouais, d'après mes connaissances mécaniques, ça devrait aller. D'accord. Placez la plaque de recouvrement, percez des trous de 6,8 mm pour les rivets. Pourquoi tu portes encore ces lunettes? Pour la sécurité. C'est le moment de percer les trous pour les rivets. Ah, voilà. C'est fait. C'est dedans. N'oubliez pas qu'on n'a jamais fait ça auparavant. Mais d'après mon expérience avec les rivets, il faut percer le trou, puis glisser le rivet en place. Comme ça, on est sûr que le panneau ne bougera pas quand on percera le trou suivant. Personnellement, je ne pense pas que les rivets apportent grand-chose à la structure. Je pense qu'ils servent juste à écraser le panneau existant sur le pied du châssis, ce qui aide le panneau à bien se fixer. Et c'est en fait la fixation du panneau qui soutient la majeure partie de la structure de la voiture, ce qui est assez fou quand on y pense. Une fois que tous les trous pour les rivets sont percés, on doit retirer le pied du châssis. Ouais! On doit s'assurer que tout est bien propre. Donc on essuie tout ça avec un chiffon, y compris l'intérieur. Ensuite, on enlève la colle. Ouais, c'est collé. Mettre de la colle pour carrosserie ou de l'adhésif sur toute la zone à rifter avec un pistolet à double cartouche. Devine quoi, chérie? Voici le tube de collage, la partie B et la partie A. Et elles se mélangent dans ce tube. C'est un collage pour panneaux super solide. On a déjà utilisé ce produit sur la BMW M5 qu'on a reconstruite, et sur une des Porsche. Et maintenant, c'est super important de garder la zone propre et d'étaler la colle sur tout le panneau. Ensuite, on peut le mettre en place. Ah! On dirait du slime! Maintenant, on a juste un peu de temps pour remettre tous les rivets dans les trous qu'on vient de percer. Ensuite, on pourra utiliser les riveteuses pour les mettre en place. On a un pistolet à rivet, c'est parti! Ça écrase maintenant le panneau sur le pied du châssis, ce qui va aider le panneau à bien se coller et à tout maintenir en place. Yes. Ouais. Ils sont tous là. Et voilà, le pied du châssis est de nouveau sur le rousse. Go! Ouais! C'est comme ça qu'on vérifie en toute sécurité. Wow! Le groupe Volkswagen Audi. Ce qu'on va faire, c'est construire ce côté-là, qui va contourner et le récupérer. Et ce côté-là aussi, il faut qu'il s'enroule. Mais notre plan, c'est que comme on a toujours ça en place, on sait que c'est au bon endroit. Et que ce support est au bon endroit.
Donc, on va mettre ça ici, comme ça. On va tout boulonner et rifter, ainsi que cette pièce latérale, car on sait que tout est en place, et on peut prendre les mesures pour les rapporter de ce côté. Ce qui est un peu bizarre, c'est que les équipementiers n'utilisent pas de la colle pour panneau. De la colle pour panneau. Ils les fixent littéralement avec des vis bizarres. Voilà une de ces vis bizarres. Regardez, des vis bizarres. Et regardez ça. Elles sont bizarrement vissées les unes aux autres. Bon. On y va. Cette partie du châssis ne soutient pas vraiment la structure en tant que telle. Elle sert juste à soutenir des éléments comme les ailes et les phares. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est vissée avec ces vis presque auto-taradeuses. Et pas avec de la colle pour panneau. Mais ça rend le remplacement beaucoup plus facile. Maintenant, vous voyez qu'on est en train d'ajouter de la colle pour panneau. Ce n'est pas indiqué dans les procédures de réparation, mais en les rajoutant, on ne voit pas en quoi ça pourrait nuire. Ça ne fera que le renforcer. On appelle ça des vis à flux. Je ne sais pas pourquoi ils les utilisent. Mais c'est juste des vis auto-taradeuses. On n'a pas l'outil spécial. Alors, on va utiliser ça, qui est juste un embout en E, et on va simplement l'enfoncer à cet endroit. À l'usine, je suis sûr qu'ils ont une machine pour enfoncer tous ces boulons. Et on pourrait utiliser d'autres vis. Mais elles ne ressemblaient pas à celles d'origine, et on voulait que ça ait l'air d'être sorti de l'usine. Donc on utilise les vis d'origine, mais avec notre outil de fortune. Maintenant on peut aligner le panneau suivant, le fixer avec des pinces, puis percer les trous pour les rivets. Contrairement aux autres parties du châssis qui sont assemblées avec des vis, cette partie est assemblée avec des rivets. Wouh! Et on doit faire la même chose qu'avant. Percer le trou, glisser le rivet dedans, puis utiliser le pistolet pour le casser. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La partie avant du châssis est remplacée. Tony? Oui, Mathieu. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de mettre l'autre côté. Cette partie-là se met en place. Vous voyez, il y a un espace. Donc en fait, elle est un peu plus haute. Je vais mesurer ça à partir de là jusque en bas de ça. Et je vais vérifier que c'est le même écart de l'autre côté. Parce que pour l'instant, il nous manque le support inférieur. Ensuite, on doit déterminer où ça va aller. Est-ce que ça va vers l'avant ou est-ce que ça va vers l'arrière? On doit savoir où on en est. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de le mesurer de l'autre côté. Du centre du boulon sur la barre de renfort au nouveau panneau, ça fait 38 cm. Bon, on va aligner la nouvelle partie du châssis avec ça. Et une fois qu'on est satisfait de son emplacement, comme pour le pied du châssis, on va utiliser des vis auto-taradeuses pour le maintenir en place. 38. Et puis remesurer pour être sûr que ça n'a pas bougé. Ensuite, il faut faire exactement la même chose que ce qu'on a fait à droite, mais cette fois-ci à gauche. Comme on l'a déjà fait une fois, ça rend le boulot beaucoup plus facile. On fixe les panneaux, on perce les trous, on glisse les rivets, et on les enfonce avec le pistolet. Je ne vais pas encore fixer ce panneau au reste de la voiture, car il nous manque le support qui se trouve en dessous. Regardez ça! Une fois que j'aurai mis tous ces rivets de ce côté, je vais tout dévisser, y compris les vis auto-taradeuses, et retirer le tout. Mon nouveau support est arrivé, et je peux maintenant le mettre en place. Je peux ensuite remettre en place la dernière pièce que je viens de construire, en la vissant dans le support que je viens de recevoir. Ensuite, je perce les trous pilotes pour les vis à flux qui vont fixer ce support au panneau que je viens de rifter. J'espère que c'est clair. Je trouve super intéressant de découvrir comment des voitures comme cette Urus, qui valent des centaines de milliers de livres, sont construites. Et ce n'est pas grand-chose. C'est un panneau collé et quelques vis auto-taradeuses. C'est fou quand on y pense, mais je suppose que ça facilite beaucoup le remplacement des pièces en cas d'accident, et que ça revient un peu moins cher. Et tout ça est conçu pour s'écraser en cas d'accident, ce qui a été le cas. Maintenant, je devrais remettre cette partie du châssis en place pour la dernière fois, en serrant les vis à flux, et en mettant les derniers rivets qui vont fixer cette pièce au reste de la voiture. En un clin d'œil, tout est en place. Ok! Maintenant, on est prêt et on peut bosser. On a fait le test de résistance, et maintenant, on doit le peindre. C'est clair? Non. On doit appliquer la même couleur. Parce que si on applique la même couleur, c'est comme si rien n'était arrivé. Mais bien sûr, avant de faire ça, on doit poncer, puis mettre de l'apprêt sur le métal nu pour éviter qu'il ne rouille. Même si l'aluminium ne rouille pas. Ça rouille pas? Alors pourquoi il faut éviter que ça rouille? Parce que ça se corrode.
Enfin, je peux mettre en pratique mon expérience en peinture. D'abord, on va poncer le panneau avec un peu de papier abrasif pour qu'il soit bien propre et prêt à être peint. Ensuite, on peut commencer à le masquer. Avec un peu de chance, une fois qu'on aura peint cette partie, si vous regardez la voiture, vous ne verrez même pas qu'elle a eu un accident. Mais on ne peut pas échapper à Car Vertical. Même après avoir réparé cette voiture, vous pourrez toujours la voir sur Car Vertical, qui indiquera qu'elle a déjà été accidentée et qu'elle apparaîtra dans la catégorie S. Après pour gravure! Ça m'indique même la date à laquelle le véhicule a été mis hors service. En plus, ça me montre tout l'historique de la voiture. Chaque fois qu'elle a changé de propriétaire, chaque fois qu'on lui a mis une plaque d'immatriculation personnelle. Ça me dira même si la voiture a déjà été déclarée volée ou si le kilométrage a été trafiqué. Sealer! On doit maintenant sceller les espaces entre les panneaux, ce qui n'est pas notre point fort. C'est vraiment difficile d'obtenir un résultat identique à celui du fabricant d'origine, mais on fait de notre mieux. Prochaine étape, la peinture. On fait mélanger la peinture au garage. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la couche de base dans un pot, mettre 2 parts de diluant et peindre. Si vous avez vérifié votre voiture sur Car Vertical et qu'elle a été impliquée dans un accident, parfois le site vous montre même les photos de la voiture quand elle a été vendue aux enchères sur un site spécialisé dans les voitures accidentées. Ce qui est vraiment pratique à savoir. Vous pouvez voir exactement où se trouvaient les dégâts. Mais maintenant, les dégâts de l'Urus ont pratiquement disparu. Alors pour faire vérifier votre voiture sur Car Vertical, ci-dessous sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT. Quand vous vérifiez votre voiture, ça vous donnera aussi une réduction sur votre contrôle. Et vous me remercierez plus tard quand vous découvrirez l'histoire cachée de cette voiture ou de celle que vous avez déjà achetée. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'Urus. Je suis super content de la réparation. Le mastic n'est pas terrible, mais ça fait le taf. Voici la pièce standard qui s'enlève et la pièce qu'on a remplacée. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, on a maintenant 2 pieds de châssis droit. On verra bien quand on commencera à installer le moteur. La seule chose qui nous manque, c'est cette plaque d'extrémité ici. On l'a envoyée à Bob parce qu'elle nécessite une soudure TIG, mais on pourrait le faire une fois que le moteur sera en place, pas de souci. On va peut-être devoir repeindre les bords, mais bon, je ne pense même pas que Lamborghini ait peint jusqu'à cette partie-là. Est-ce qu'on peut voir qu'un pied de châssis a été ajouté ? Je dirais oui, parce que le joint n'est pas tout à fait d'origine. Mais franchement, ça fait son boulot, ouais. Est-ce que c'est sûr qu'on a suivi les procédures ? Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Je pense qu'on a fait du bon boulot. La prochaine étape, pour vérifier que tout est bien aligné, consiste à installer le moteur, et on verra si tout s'emboîte bien. Mais avant de mettre le moteur en place, on doit faire quelques ajustements. Quand on a sorti cet énorme moteur, on a vu qu'il était super sale. Il est vraiment couvert de poussière et il semble normal de le nettoyer avant de le remettre en place. Donc les Ice Blasters sont venus. Ils utilisent de la glace carbonique à haute pression pour nettoyer le moteur, ce qui le rend super propre sans abîmer aucune pièce. Ce truc est super efficace, on l'a déjà utilisé sur plein de voitures différentes. On peut l'utiliser sur des pièces en caoutchouc, en plastique, ça nettoie super bien et ça ne salit presque pas. En plus, ça ne trempe pas comme un jet de lavage. Regardez toute la saleté qui part de la suspension. On pourrait même l'utiliser sur toutes les parties délicates du moteur, comme les turbos et l'alternateur. Mais il y avait un inconvénient à ça. Même si le moteur a maintenant l'air super propre, ça a quand même révélé quelques problèmes. Waouh, ça a l'air en parfait état, non ? Tu vas lui annoncer la nouvelle, Tony ? Ouais, on a quelques infos là-dessus. Qu'est-ce qui va pas ? C'est tordu. On met ça là. Mais ça touche pas. Ouais, d'accord. Ouais. Et alors ? Il y a un espace en dessous. Ouais. Si tu le tiens de ce côté. Donc, si tu... Et ça bouge pas. Oh, les supports sont fissurés. Ouais. Oh, Suzy. Donc on a besoin d'un sous-châssis et d'un support moteur. On ferait mieux de changer le sous-châssis de toute façon, non ? Il est en super mauvais état. On a aussi trouvé une fissure dans le sous-châssis, à côté de celle du support moteur. Ce qui n'était pas bon signe pour la voiture, ni pour mon budget. N'oubliez pas qu'on a acheté cette Urus pour 120 000 livres. Et que la moins chère sur Internet en ce moment coûte 143 000 livres. Ce qui rend la mienne plutôt chère. Mais souvenez-vous que j'ai enchéri sur cette Urus l'année dernière, elle valait beaucoup plus cher. Parce que depuis, Lamborghini a sorti la nouvelle Urus Performante, qui est plus rapide, plus légère, ce qui n'a pas du tout aidé le prix de mon Urus. Mais on pense avoir trouvé une solution. Support moteur Audi Q7.
c'est pareil, 66 livres. C'est une bonne affaire. 66 livres, ça paraît trop peu. Livraison en 3 jours, ça va direct dans mon panier. On a trouvé un supermoteur d'Audi Q7 pour 66 livres sterling. On l'a donc commandé. Sous-châssis avant Q7 à 350 livres sterling. Avec support moteur, barre anti-roulis et biellette. Et un sous-châssis Q7. On s'est dit que si le châssis avait les mêmes dimensions que celui d'un Q7, pourquoi le sous-châssis et le support moteur seraient-ils différents? Le voilà! Notre sous-châssis Audi Q7. Une bonne affaire. Non. C'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Pourquoi c'est pas pareil? Si vous regardez les 4 trous alignés sur le nouveau sous-châssis, ici, il y en a 2 supplémentaires sur ceux de l'Urus. C'est quoi le problème? C'est différent. Si tu regardes là, juste ici, tu vois ça? Ce support. On ne le voit pas sur l'autre côté. Comme ça. Donc le sous-châssis ne rentrait pas. Mais qu'en était-il du support moteur? Bon, ça indique 5.3 et ça indique 5.1. Et ça dit 782215150182. Ouais. Ouais. On a une chose de bien, les gars. Donc ça, c'est vraiment typique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'un SQ7? Mais c'est pas pareil. Si, c'est le même. Oh non. C'est le mauvais côté? Ah non, c'est pas le même. Oh. Tu vois ça? Donc on peut pas le mettre. Ce boulon est aligné avec le capteur, regarde. Ouais, regarde ça. Voilà le capteur. Oh, ça va à l'arrière. Il va à l'arrière. Oh non. On s'est rendu compte que j'avais commandé un support moteur pour le côté droit du moteur et non pour le côté gauche. Et puis on a compris pourquoi je l'avais commandé. Celui-ci est cassé. Bon, on pensait que c'était ce côté-là qu'il fallait remplacer. Oh oui. Mais en fait, c'est ce côté qui est fêlé. Mais celui-ci aussi. Donc les deux sont cassés. Celui-ci est fissuré. Sur le côté extérieur. Et puis, viens par ici. Celui-là est cassé aussi. Oh. Ok. Donc, maintenant, on a besoin d'un autre, n'est-ce pas? Un autre support de moteur. Et un autre sous-châssis. Ouais, aussi, ouais. Nous avons enfin trouvé la solution. En voilà un autre. Celui-ci coûtait 700 livres. Bizarrement, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il est aussi écrit ici Audi Q7. Mais ça dit également Bentayga et Urus. Et le gars m'assure que ça vient bien d'une Urus et qu'il y a bien les petites languettes dont on a besoin. Et je vois que celui-là pourrait marcher. Je ne peux pas quitter cette vidéo sans savoir si le travail que nous avons effectué sur le châssis de l'Urus est correct ou non. Donc maintenant, mon plan est de tout transférer de là sur ça. Donc on ne peut pas vraiment mettre le moteur en place pour le moment car on n'a pas les pièces pour le réparer. Donc mon plan c'est juste de tout démonter sauf le moteur et de le remonter y compris la suspension. Et on devrait avoir une Urus qui roule à la fin à condition bien sûr que le châssis soit droit et que le sous-châssis s'adapte bien. Donc maintenant transférons tout ça là-dessus. Ça va être décidément un gros boulot. Allons-y. La première chose à faire c'est de retirer le moteur du sous-châssis. On va utiliser la grue à moteur pour ça, mais on doit d'abord s'assurer que les supports du moteur sont bien déconnectés du sous-châssis. Il y a 2 boulons de chaque côté que Liam et moi avons dévisser. Et voilà, 2 boulons. Et une fois ces 2 boulons retirés, on va pouvoir passer à la déconnexion des arbres de transmission. Parce qu'on va soulever le moteur et la boîte de vitesse du sous-châssis avec les arbres de transmission. Il y a un gros boulon qui fixe chaque arbre de transmission au moyeu de roue. J'ai déconnecté le mien de mon côté et maintenant on passe du côté de Liam pour le déconnecter là-bas. Ensuite, c'est le support de boîte de vitesse. 3 boulons fixent le support de boîte de vitesse au sous-châssis. On doit aussi déconnecter tout cela. Alors, techniquement, ça devrait juste se soulever. Mais comme toujours, les choses ne sont pas toujours simples. Il y avait un autre boulon. Au lieu d'essayer d'atteindre ce boulon du bas, parce qu'il est en dessous, on va plutôt dévisser ce boulon-là, qui traverse le support du moteur juste là. Ça devrait faire descendre le sous-châssis et cacher le moteur.
Le plan 1 n'a pas marché, mais je suis sûr que le plan B va le faire. Une fois qu'on aura dévissé cet énorme boulon de chaque côté du support de moteur, on pourra soulever le moteur à l'aide de la grue, ce qui séparera le moteur et la boîte de vitesse du sous-châssis. Et voilà, le sous-châssis et toute la suspension sont séparés du moteur. Le sous-châssis est démonté. Heureusement qu'on n'a pas essayé de retirer ce boulon par en dessous, parce qu'il est bien là. C'est tellement bête. Ça veut dire que si tu dois changer le support du moteur, il faudrait pratiquement démonter le moteur. Parce que comment tu pourras atteindre ce boulon sinon? Quand il est au-dessus? Ouais, quand le moteur est au-dessus. Pourquoi ne pas le mettre au-dessous? C'est un peu idiot, non? On doit maintenant transférer tout ce qui est connecté à ce sous-châssis sur notre tout nouveau sous-châssis d'occasion. Puis on pourra essayer de l'aligner avec la voiture et voir si tout est bien droit. Je suis tellement excité! Maintenant, c'est un long boulot fastidieux qui m'attend. Déconnecter tout ce qui se trouve sur cet ancien sous-châssis et le transférer sur le nouveau. Ça comprend les suspensions des deux côtés, la crémaillère de direction, le soubassement et l'énorme barre anti-roulis. On doit tout retirer de ce vieux sous-châssis et le laisser à nu. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des dégâts sur la crémaillère de direction. Ok. Tant qu'on y est, autant remplacer cette rotule de direction qui est tordue et la biellette intérieure. Prêt? Oh, ça a marché! Ouais, mec! Regarde ça, ça vacille, c'est sorti. Voilà ce qu'on a. Une nouvelle pièce de Volkswagen. Heureusement, on pense que seul le tirant intérieur et l'embout de la barre d'accouplement ont été endommagés. C'est donc ces deux pièces qu'on va remplacer. Les bords du fil vers l'écrou. Ensuite, Liam mesure les fils d'un côté et les aligne avec ceux de l'autre côté pour qu'on puisse avoir un alignement approximatif. Ensuite, je peux visser la nouvelle biellette de direction extérieure, et bien sûr, il faut ensuite régler le parallélisme. Mais si on arrive à redresser un peu la voiture, c'est déjà mieux que rien. Voilà qui est bien. Tout va bien, on peut commencer à monter le sous-châssis sur la voiture, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, parce que j'avais hâte de le faire. Et si tout ne s'aligne pas, alors on aura perdu notre temps. Maintenant, on va commencer à monter toutes les pièces sur notre tout nouveau sous-châssis d'occasion. Commençons par la crémaillère de direction. Ça se glisse en place et deux boulons la fixent au sous-châssis. Ensuite, c'est la grosse barre anti-roulis. Ensuite, on peut visser le reste des pièces une fois que le sous-châssis est fixé à la voiture. Et on espère que tout s'alignera bien avec la réparation du châssis. Je suis dedans! T'as mis les deux boulons? Les deux boulons sont en place et parfaitement alignés. C'est vraiment sensationnel! Fastoche! C'est dedans! Ça a l'air plutôt solide. On peut tout boulonner et enfin le monter sur les roues. Allez! Voilà une bonne nouvelle, tout s'aligne parfaitement. Je ne sais pas pourquoi on a douté de nous-mêmes. Les boulons qui maintiennent le sous-châssis doivent être remplacés et je les ai commandés. Les boulons qu'on met sont juste assez solides pour le maintenir en place, mais ils sont un peu tordus. Ensuite, on peut commencer à fixer toute la suspension en commençant par le côté gauche. Je vais pousser la suspension vers le haut et Liam va mettre les trois boulons qui fixent le haut de la jambe de force au châssis de la voiture. Ensuite, on pourra commencer à mettre les bras de suspension. Il y a deux bras en bas, il y a la barre anti-roulis, puis il y a deux bras en haut. Enfin, le bouclier thermique pour le disque de frein. On serre ça sur le moyeu de roue. Ensuite, le disque de frein en carbone à 5000 livres. On le met doucement. Après ça, le caliper se glisse par-dessus et les deux boulons se glissent à l'arrière du caliper. Bonne nouvelle! Ce côté est en place et connecté par l'embout de la barre d'accouplement, ce qu'on fera en tout dernier parce qu'on doit connecter la crémaillère de direction. Mais ça a l'air bien, ça commence à ressembler à une voiture, on a vraiment pas mal avancé. J'arrive pas à y croire. Plus qu'un côté à faire. Avec un peu de chance, on pourra mettre les roues, l'abaisser et la faire rouler pour la toute première fois. C'est parti! Malheureusement, le côté droit n'a pas été aussi facile que le côté gauche. Quand on a commencé à assembler le tout, on a remarqué un autre problème. Ce bras ici, regardez ça, si vous regardez ici, il descend, puis il remonte comme ça. Maintenant, regardez l'autre. Ouais, celui-là est vraiment tordu. Je crois que j'en ai commandé un, mais ce boulon qui traverse ici est connu sous le nom de boulon de la mort. Parce que c'est une barre en acier qui va dans un manchon en aluminium et qui sont vraiment très difficiles à retirer. Donc je pense qu'on va vraiment avoir du mal à changer ça maintenant, mais je veux vraiment que ça roule. Donc je pense qu'on met tout ça à part ce bras et qu'on l'abaisse juste pour se sentir victorieux. Mais ouais, on doit trouver comment retirer ce boulon de la mort. Ok, on continue, c'est dommage.
C'est toujours comme ça quand on répare des voitures accidentées. On y est habitué maintenant. Mais le bras supérieur est clairement plié. Mais ça ne va pas nous empêcher de monter le reste de la suspension et, avec un peu de chance, de remettre cette rousse sur ses 4 roues. Maintenant, je connecte la colonne de direction à la crémaillère de direction, qui est facile d'accès sans le moteur. Ensuite, je peux fixer les extrémités de la barre d'accouplement de chaque côté du moyeu de roue. D'abord le côté gauche, puis l'écrou, puis le côté droit. Et on y est presque. Les 2 suspensions sont en place. Les roues sont à peu près alignées, plus ou moins. On va maintenant le poser sur ses roues, l'abaisser, et voilà, notre travail de 3h45 du matin est terminé. Ces nuits tardives et ces réveils matinaux en valent vraiment la peine quand on a la satisfaction de voir ça. L'Urus est de nouveau sur ses 4 roues. Elle est basse, elle est très très basse, parce qu'il n'y a pas d'air dans la tige, mais regardez ça. Elle est sur le sol, cette roue est plutôt droite. Elle est plus droite qu'avant. Et cette roue est plus par là, mais ça doit venir de notre bras. Mais je pense que pour réussir, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre ce moteur en place, mais de le réparer avant de le remettre en place. Wouh! Quel boulot! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out! Wow! Wow! Travail de pro! On dirait presque que t'es le robot qu'ils utilisent chez Lamborghini. C'est aussi bien que ça. Où est le sac de boulons? Like a drug that